Imagine la scène. Un homme noir avec une afro imposante, debout à côté de Bruce Lee, qui balance des coups de pied qui font hurler les salles du monde entier. En 1933, Jim Kelly devient la première superstar noire d'arts martiaux que Hollywood ait jamais vue. Les studios se battent pour la voir. Les salles sont pleines à craquer pour le voir. La presse le surnomme la prochaine grande chose. Puis, 5 ans plus tard, il disparaît. Pas de scandale, pas de dérapage, pas de tournée d'adieu. Juste parti. Qu'est-ce qui peut pousser une star montante à quitter la gloire au sommet de sa puissance? La réponse va changer tout ce que tu croyais savoir sur Hollywood. 5 mai 1946. Un garçon nommé Jim Kelly naît à Paris, Kentucky. Mais ne te laisse pas tromper par le nom, ce Paris-là n'a rien de romantique. C'est le Deep South où les panneaux Whites Only pendent encore au-dessus des portes de restaurants et où les familles noires savent qu'il faut baisser la tête. Kelly grandit en voyant son père se briser le dos dans une usine, tandis que sa mère tient un petit commerce pour le personnel de la Navy. Ils n'ont presque rien, mais ils ont de la fierté. Et cette fierté deviendra à la fois sa plus grande force et son plus gros problème à Hollywood. L'école est un champ de bataille. Ses camarades se moquent de la couleur de sa peau. Les profs le regardent comme s'il n'existait pas. Mais au lieu de se recroqueviller, Kelly se construit en quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer. Il court jusqu'à ce que ses poumons brûlent. Il soulève jusqu'à ce que ses muscles hurlent. Il transforme son corps en armure contre un monde qui veut le voir faible. Au lycée, il domine tous les sports qu'il touche, football, basket, athlétisme, même tennis. Son talent lui offre quelque chose de rare pour un jeune noir dans les années 60, une bourse sportive à l'université de Louisville. Pendant un instant, on dirait qu'il a réussi. Puis la réalité le frappe comme un coup dans le ventre. Pendant un entraînement de foot, son coach humilie publiquement un joueur noir avec une insulte raciale que tout le monde s'est interdite. Kelly reste figé, regarde tout en quoi il croyait, travail acharné, équité, talent s'effondrer en un instant. Cette nuit-là, il fait ses valises et quitte le campus. Pas d'explication, pas de seconde chance. Des années plus tard, il dira: s'il pouvait regarder quelqu'un de haut juste à cause de sa couleur de peau, je n'avais rien à faire là. Il tourne le dos au rêve américain. Mais il va en trouver un meilleur. Le karaté entre dans sa vie comme un coup du destin. Après avoir abandonné l'université, Kelly entre par hasard dans un petit dojo à Lexington. Pour la première fois, il trouve un endroit où la couleur de peau n'a pas d'importance. Juste la sueur, la discipline et le respect pour quiconque encaisse un coup et se relève. Il se jette dans le Shorin-ryu, un style okinawan basé sur la vitesse et le contrôle. Sous les maîtres comme Parker Shelton et Gordon Doversola, Kelly s'entraîne comme un possédé 8 heures par jour, os cassés, articulations gonflées, phalanges en sang. Il n'arrête jamais. En 1971, Kelly se présente aux championnats internationaux de karaté de Long Beach, le tournoi le plus prestigieux d'Amérique. À 25 ans, il est le seul noir dans une mer de compétiteurs. Et il les écrase tous. Champion du monde middleweight, le trophée n'est pas juste en or, c'est la preuve qu'il a battu un système conçu pour le garder à terre. Kelly ouvre son propre dojo en Californie, enseignant non seulement la technique, mais la fierté. Ses élèves incluent acteurs, athlètes, célébrités attirés par son aura. Personne ne sait qu'ils assistent à la naissance de la première icône noire d'arts martiaux d'Hollywood dans cette petite salle. Mais quelqu'un regarde. Warner Bros. Est en crise sur leur film d'arts martiaux international Opération Dragon. Bruce Lee est la star, mais un acteur secondaire vient d'être viré en plein tournage. Ils ont besoin d'un remplaçant vite. Quelqu'un de vrai, quelqu'un qui sait vraiment se battre, quelqu'un avec une présence qu'on ne peut pas simuler. Un nom circule dans la communauté martiale, Jim Kelly. Il entre dans la salle d'audition, 1,88 m, épaules larges, afro illuminé par la lumière, yeux aiguisés comme des lames. Il ne fait pas une démonstration compliquée. Il se dit une réplique et affiche ce demi-sourire. Ça suffit. Bruce Lee hoche la tête. Le réalisateur Robert Clouse dira plus tard qu'il avait quelque chose que Hollywood ne peut jamais enseigner, l'aura d'un homme qui s'est vraiment battu. Quand Opération Dragon explose dans les salles du monde entier, le public ne peut pas détacher ses yeux de Bruce Lee. Mais juste à côté de la légende, Jim Kelly brûle de son propre feu. Dans le rôle de Williams, un artiste martial noir fier et libre, Kelly ne joue pas. Il est lui-même un homme noir qui se tient droit dans un monde blanc. Son personnage devient un symbole de Black Power à une époque où le cinéma américain laisse rarement les hommes noirs être des héros. Bruce Lee voit quelque chose de spécial en Kelly. Il va faire un autre film avec eux, 2 en lead, de chaque côté. Jim, on va faire un autre film. Tu reviens à Hong Kong avec moi, mais Bruce meurt avant de pouvoir tenir sa promesse. Et Hollywood ne donnera plus jamais cette chance à Kelly. 1975 frappe comme la foudre. Black Belt Jones explose dans les salles, funk pur, vitesse, swagger. Puis Tree the Hard Way avec Kelly aux côtés de Fred Williamson et Jim Brown. 3 hommes noirs qui démontent une organisation suprémaciste blanche.
Les publics noirs à travers l'Amérique remplissent les salles. Pour la première fois, ce ne sont pas eux qui sont chassés, ce sont eux qui ont le pouvoir, eux qui gagnent. Kelly enchaîne avec Hot Potato, Black Samurai, Death Dimension. Même quand les scripts sont minces, son image reste puissante, l'afro imposant, le coup de pied tournant comme une lame qui coupe l'air, ce sourire froid qui dit qu'on ne peut pas le briser. Il devient le visage du cinéma kung-fu noir. Mais avec la gloire arrive une ombre qu'il ne peut pas fuir. Les médias l'appellent obsessionnellement le Bruce Lee noir. Ça sonne comme un compliment, mais Kelly entend le vrai message. Tu n'es pas l'original, juste le remplaçant. Il respecte profondément Bruce, le voit comme un frère, mais être marqué comme la version noire le fait de se sentir effacé. Je ne veux pas être le Bruce Lee noir, dit-il calmement et fermement. Je veux être Jim Kelly. Dans des interviews plus tard, il avoue ce qui le frustrait le plus dans Opération Dragon. Il n'a jamais pu montrer son propre style de combat. C'était le film de Bruce, et même s'il le respectait, Kelly savait qu'on l'avait retenu. Hollywood lui avait donné un goût de la gloire, mais seulement à leurs conditions. Fin des années 70, le sol se dérobe sous ses pieds. L'ère blaxploitation qui avait fait des héros d'action noire des icônes culturelles est en train de mourir. Ce qui était célébré comme une résistance après le mouvement des droits civiques est maintenant condamné par les critiques blancs comme de la violence bon marché qui profite de la douleur noire. Les grands studios, Warner Bros., Migemer, American International Pictures, se retirent complètement. Les stars qu'ils avaient poussées, Pam Grier, Fred Williamson, Jim Brown, Jim Kelly, se retrouvent soudain laissés pour compte. Hollywood entre dans l'ère conservatrice Reagan et revient aux héros sauveurs blancs. Sylvester Stallone dans Rocky et Rambo, Arnold Schwarzenegger dans Conan et Terminator. Les acteurs noirs redeviennent des sidekicks du comic relief, ou les premiers à mourir. Kelly sent le changement dans chaque script qui arrive sur son bureau. Après Black Belt Jones et Tree the Hard Way, il attendait des rôles plus grands, plus profonds. Au lieu de ça, il reçoit les mêmes clichés fatigués, le dur noir, le fighter qui fait des blagues, des coquilles vides sans âme. Je savais ce qu'il voulait après avoir lu quelques pages, dit-il dans une interview de 1982. Il ne voulait pas un acteur, il voulait un symbole, et je ne voulais plus être leur symbole. Il commence à dire non. Il refuse de jouer le flic noir pauvre ou des personnages qui existent juste pour faire briller le héros blanc. Dans Ebony Magazine, il lâche cash. Si le rôle n'a pas d'âme, je ne le prends pas, je n'ai pas besoin d'argent au point de me ridiculiser. Ce refus le fait passer pour difficile. Les réalisateurs murmurent au studio Jim Kelly a un problème d'attitude. Les rumeurs circulent qu'il a été discrètement ajouté à la liste noire officieuse d'Hollywood, cette liste où les acteurs qui parlent trop ou refusent de se plier se voient refuser du travail. Aucun document ne prouve qu'elle existe. Mais la vérité est claire, après 1968, le nom de Jim Kelly disparaît des listes de casting. Les années 80 apportent une nouvelle vague de cinéma d'action, D.R., L'arme fatale, Top Gun, tous explosent avec des leads blancs masculins. Les pionniers noirs des années 70 sont poussés sur le côté. Fred Williamson passe au cinéma indépendant pour survivre. Pam Grier s'éloigne. Et Jim Kelly choisit le silence. Il ne sombre pas dans l'addiction ou le désespoir comme tant d'autres stars oubliées. Pendant que ses pairs cherchent des petits rôles, Kelly apparaît là où personne ne l'attend, sur le court de tennis. Le tennis devient son deuxième art martial. À 40 ans, il compétitionne dans le circuit senior américain, classé dans le top 10 de Californie. Les commentateurs sportifs sont choqués par son service tonitruant et son jeu de jambes encore éclair de ses années de combat. Un journaliste plaisante, la balle part de sa raquette comme si elle avait peur d'être kickée. Personne sur le court ne sait que cet homme grand aux cheveux bouclés a partagé l'écran avec Bruce Lee. Kelly ne le mentionne jamais. Ses amis disent qu'il est remarquablement discipliné, il se lève tôt, s'entraîne, enseigne le tennis dans un club local, mange sain, ne touche ni alcool ni cigarette. Il vit modestement, conduit une vieille Porsche 911 et ne se vante jamais de son passé. Quand on lui demande pourquoi il a choisi le tennis au lieu de s'accrocher à Hollywood, il sourit simplement, sur le court. Personne ne se soucie de qui tu es. Tout ce qui compte, c'est si la balle passe par-dessus le filet. J'aime ça. Le tennis lui donne quelque chose que Hollywood ne pouvait jamais offrir à l'équité. Pas de joueurs noirs ou blancs. Juste compétence et discipline. Dans les années comme Driz, Kelly s'installe à San Diego et ouvre un petit club, Kelly Tennis Club. Il donne des leçons à des ados et des seniors. Pas de pub, pas de réseaux sociaux, pas de photos presse. Pendant près de 30 ans, il disparaît presque complètement. Quand les gens parlent de Jim Kelly, les jeunes publics ne se souviennent que du mec cool noir dans Opération Dragon, sans savoir qu'il est toujours vivant. Toujours en train de s'entraîner chaque jour. OK? Ceux qui l'ont croisé à San Diego disent tout la même chose.
Il marchait toujours droit, les boucles signatures intactes, le même demi-sourire, le même regard calme et fixe. Il était toujours cool, se souvient un ami, mais d'une façon plus tranquille. Quand les lumières d'Hollywood s'éteignent, Jim Kelly ne les poursuit pas. Il retourne dans l'ombre comme s'il n'avait jamais existé sur ces affiches flamboyantes du passé. Sa vie devient ce qu'il a toujours voulu, la sienne. Début des années 2010, Kelly est diagnostiqué d'un cancer. Le type n'est jamais confirmé publiquement. Certains disent rein, d'autres prostate. Il garde tout complètement privé. Seule sa femme, Marcia Bentley, et quelques amis proches savent. Le 29 juin 2013, Jim Kelly s'éteint chez lui en Californie à 67 ans. Marcia publie un bref communiqué. Jim est parti paisiblement. Il a vécu comme il voulait, fort, discret et libre. Mais même dans la mort, les rumeurs le poursuivent. Certains sites d'arts martiaux prétendent qu'il s'est étouffé pendant un exercice. D'autres parlent d'un AVC soudain. Il faut que les grands journaux publient la nouvelle officielle pour que les gens apprennent la vérité. Il combattait le cancer en silence. Sa femme doit intervenir pour clarifier, pas d'incident d'étouffement. Jim est parti paisiblement, entouré de sa famille. Cette fausse rumeur dit tout du paradoxe de sa vie. Il était si discret que, quand il est mort, le monde a dû inventer du bruit juste pour donner du sens à sa fin. La nouvelle choque les fans du monde entier. Les réseaux sociaux s'enflamment de stupeur. Un fan écrit: Je pensais qu'il était encore quelque part, juste qu'il ne faisait plus de films. Pour beaucoup, Jim Kelly n'était pas parti. Il avait juste quitté l'écran une fois de plus, s'entraînait quelque part, attendait le bon rôle, mais cette fois le silence est définitif. Les grands journaux du monde publient des hommages, de Hollywood Reporter, Los Angeles Times, The Guardian. Même le légendaire critique Roger Ebert écrit: Jim Kelly était plus qu'un acteur. C'était une déclaration de J, un symbole pour une génération d'hommes noirs qui refusaient d'être mis dans une boîte. Ces articles sont discrets, sincères, pleins de tristesse. Parce que la mort de Jim Kelly n'est pas juste la perte d'un homme, c'est la fin d'une ère. Une ère où un acteur noir pouvait enfin se tenir debout à l'écran et dire: Je ne veux être personne d'autre, je suis moi-même. Voici la vérité que personne ne veut admettre. Jim Kelly était une légende oubliée de son vivant. Pas parce qu'il manquait de talent, pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il est né trop tôt. S'il avait vécu aujourd'hui, où des acteurs noirs comme Denzel Washington, Michael B. Jordan et Chadwick Boseman sont célébrés comme des icônes mondiales, il aurait pu être immortel. Mais dans les années 70, l'Amérique n'était pas prête pour un homme comme lui. Il était trop intelligent pour obéir, trop fier pour se compromettre, trop indépendant pour être possédé par Hollywood. Dans une industrie encore dirigée par des visages blancs, il était une contradiction qu'il ne pouvait pas résoudre. Hollywood ne savait pas quoi faire d'un homme noir beau, confiant, maître en arts martiaux, qui refusait de baisser la tête. Alors ils ont fait la chose la plus facile, ils l'ont ignoré. Quand Kelly a lancé son premier coup de pied à l'écran, il ne se battait pas juste contre le méchant du film. Il se battait contre tout le système qui voulait garder les hommes noirs dans des rôles sûrs, le sidekick, le comic relief, celui qui meurt en premier. Il ne souriait pas pour plaire à qui que ce soit. Il ne s'excusait pas d'exister. Et c'est pourquoi deux icônes dans le même film, Bruce Lee et Gene Kelly, ont suivi des destins opposés. L'un est devenu éternel, l'autre a été effacé. Mais ceux qui n'ont pas pu effacer, Jim Kelly n'est pas mort comme une star finie. Il a quitté la scène comme un fighter qui sait que son match est terminé. Pas de drame, pas de spectacle, juste une révérence silencieuse à la vie et il est parti. Il a été le premier homme noir à apporter l'esprit authentique des arts martiaux au cinéma américain. Mais son héritage n'est pas dans ses coups de pied volants ou ses poses cool. Il est dans la façon dont il a vécu avec fierté, dignité et silence face aux préjugés. Dans un Hollywood accro au bruit, il a choisi de gagner dans le silence. Et ce silence l'a rendu immortel. Aujourd'hui, chaque fois qu'un acteur noir se tient droit à l'écran avec assurance, chaque fois qu'un fighter entre sur le ring sans demander la permission d'être lui-même, on peut encore voir une trace de Jim Kelly. Il n'a pas besoin de statue. Il est la statue pour tous ceux qui n'en ont jamais eu. À la fin, Jim Kelly n'a pas eu besoin d'Hollywood pour prouver sa valeur. La façon dont il est parti, calme, fier, sans une seule plainte, était son dernier coup. Le dernier mouvement d'un guerrier qui avait déjà gagné en silence. Jim Kelly a vécu et est mort selon ses propres termes. Et ça, c'est un héritage qui mérite d'être innové. Si cette histoire t'a inspiré ou t'a ouvert les yeux sur un morceau d'histoire que tu ne connaissais pas, fais-moi plaisir, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. On est dédié à ramener les légendes oubliées dans la lumière et ton soutien nous aide à garder ces histoires vivantes. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre l'histoire de Jim Kelly et dis-moi en commentaire quelle autre icône cachée on devrait mettre en lumière ensuite. Il reste tellement à découvrir. À la prochaine!